Aujourd'hui, sur le territoire historique de la Palestine, c'est-à-dire la Palestine telle que dont les frontières ont été décidées après la Première Guerre mondiale, il vit en gros plus ou moins 7,5 millions de Juifs israéliens, 7,5 millions de Palestiniens. Et tout le monde comprend qu'il n'y a pas de solution possible qui ne prenne pas en compte les intérêts des deux populations, à part le génocide ou l'extermination totale d'une des populations. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la communauté internationale, officiellement, est pour l'idée d'une solution à deux États. Ça a été entériné 1000 fois par toutes les instances internationales. Ça a été entériné, y compris par les gouvernements occidentaux. Et en même temps, ce n'est pas mis en œuvre. Un décalage qui est extrêmement important et qu'on a pu voir au moment des négociations sur Oslo. En 1993, quand les accords d'Oslo sont signés, ils sont très défavorables aux Palestiniens. Mais on peut espérer qu'il va y avoir une dynamique de paix. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, 93, c'est quelques années après la fin de la guerre froide, la disparition de l'Union soviétique. C'est le moment où les grands conflits du monde, Angola, Amérique centrale, Afrique australe, se résolvent. Et donc, il y a l'idée qu'on pourrait aller en Palestine, Israël, vers une solution qui s'appuie sur cette réalité. Et en fait, on va avoir on ne va pas aller dans ce sens parce que, globalement, d'un côté, Israël, si vous voulez, toute solution, elle repose sur la reconnaissance du fait du partage, je dirais, humain, et l'idée que les droits des uns doivent être équivalents aux droits des autres. C'est-à-dire que les droits des Palestiniens doivent être ceux des Israéliens, ils doivent être les mêmes. Or, depuis Oslo, et c'est le cas avec la droite israélienne, mais ça a été le cas avec ce qu'on appelle la gauche israélienne, qui est très peu à gauche, c'est l'idée que les droits d'un Israélien valent la vie de 100 Palestiniens. Et c'est ce que j'appelle une mentalité coloniale. Et on retombe sur ce qu'a été le mouvement sioniste d'installation des colons juifs en Palestine après la Première Guerre mondiale, qui a été au sens propre, d'ailleurs à l'époque le mouvement sioniste l'acceptait, ça a été un mouvement colonial. C'est-à-dire où on va s'installer dans un territoire entre guillemets vide, c'est-à-dire où il y a des indigènes dont on ne reconnaît pas les droits. Et c'était le cas en Afrique australe, ça a été le cas en Amérique du Nord avant, ça a été le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Et cette mentalité coloniale, elle a forgé quelque chose en Israël qui est très profond et qui traverse toute la société israélienne. Quand on parle de la situation actuelle, les gens disent « Ah, mais il y a Netanyahou, il empêche toute négociation, c'est réellement lui, si on se débarrasse de lui, etc. Ça va changer. » Mais c'est absolument faux. C'est-à-dire, il faut rappeler, l'année 2023, l'année 2022, pardon, avant l'arrivée, Netanyahou avait été battu aux élections. La gauche, enfin ce qu'on appelle la gauche ou gauche-centre, etc., est venue au pouvoir. Elle a fait la guerre à Gaza, elle a continué la colonisation, elle n'a pas fait un pas en avant vers la création d'un État palestinien. Donc je crois que ça c'est très important à comprendre parce que d'une certaine manière, je le dis assez brutalement, il n'y aura pas de solution en Israël-Palestine si les Israéliens ne payent pas un prix de l'occupation. C'est une leçon de toute l'histoire. La France serait aujourd'hui encore en Algérie s'il n'avait pas fallu 1,5 million de soldats pour maintenir l'ordre. C'est militairement, là, dans les années 60, à la fin des années 50, la France militairement avait gagné, mais elle ne pouvait pas, le prix payé par la société française était trop important. Ça a été le cas aussi en Afrique australe. Ça s'est débloqué à partir du moment où le prix payé par la société blanche sud-africaine était trop important. Le problème, c'est que le prix payé par la société israélienne, jusqu'au 7 octobre 2023, était très faible. C'est-à-dire, ils avaient, je dirais, on peut dire de manière vulgaire, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'occupation et le fait d'être considéré par la communauté internationale comme un État normal, comme les autres, qui peut faire ce qu'il veut dans les territoires occupés, peut mettre en place une politique d'apartheid en Cisjordanie et Gaza, peut mener la colonisation, etc. Donc, au départ,
des blocages actuels et anciens, il y a je dirais, mentalité israélienne et le fait que dans tout le processus d'Oslo, je ne sais pas si Oslo aurait pu marcher, on ne refait pas l'histoire, c'est très facile de le faire après, mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les négociations d'Oslo, chaque fois qu'il y a eu une impasse, chaque fois qu'il y a eu un problème dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens, la communauté internationale, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et l'Union européenne, ont fait pression sur les Palestiniens pour qu'ils cèdent. Pourquoi les Européens, les Américains soutiennent Israël? Il y a une alliance stratégique entre Israël et les États-Unis qui s'est développée surtout à partir de 1967, avec une alliance qui dépasse largement le Proche-Orient. C'est-à-dire, durant toute la guerre froide, Israël a servi de supplétif à toutes les luttes anticommunistes menées par les Américains, que ce soit l'aide aux dictatures en Amérique latine, l'aide au gouvernement d'apartheid, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond qui s'est créé entre les élites américaines et les élites israéliennes, et ça c'est un élément. Sur la politique européenne, ça vaut la peine de parler en particulier de la politique française. Une des choses frappantes, c'est le tournant de la politique française. Je rappelle qu'en 1967, De Gaulle prend une position extrêmement courageuse en dénonçant la guerre que déclenche Israël contre l'Égypte et la Syrie. Et il a cette phrase totalement prémonitoire où il dit dans une conférence de presse en novembre 1967, Israël organise l'occupation. L'occupation sur les territoires qu'il a conquis, c'est-à-dire les territoires de la Cisjordanie et Gaza, l'occupation ne peut pas aller sans répression. La répression provoque la résistance, que l'occupant appelle le terrorisme. Et à partir de ce moment, la politique française a été non pas anti-israélienne, je veux dire, De Gaulle, il avait une grande admiration pour Ben Gourion, pour Israël, et les gouvernements successifs français n'ont jamais mis en cause l'existence d'Israël, son droit à exister, son droit à se défendre, etc. Mais l'idée que la question essentielle en Israël-Palestine, c'était la question de l'occupation, et qu'il fallait régler l'occupation, et que si on reconnaissait le droit à l'autodétermination des Palestiniens, ça permettrait de stabiliser la situation. Et c'est l'époque où les présidents français successifs vont jouer un rôle très actif. Et enfin, pour ceux qui sont de ma génération et qui se souviennent encore qui est Valéry Giscard d'Estaing, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va prendre les mesures les plus déterminées en faveur des Palestiniens. Il va ouvrir le bureau de l'OLP à Paris et il va entraîner l'Europe, à l'époque c'est 9 pays, l'Europe c'est plus facile à faire, dans la fameuse déclaration de Venise de 1980, qui est l'Europe est pour une solution politique qui reconnaisse le droit à Israël, à la paix et à la sécurité, pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et pour le dialogue avec l'OLP comme représentant des Palestiniens. Donc, pendant toute cette période, la France va entraîner un peu l'Europe à jouer un rôle actif, à faire pression pour une solution politique. Ça a changé à partir des années 2000, si on peut la situer en France, mais c'est pas seulement une question de changement d'homme, parce que c'est à partir de la présidence Sarkozy, même si ça avait commencé un peu avant, où petit à petit, la vision du conflit va changer. Et la vision du conflit va être que le conflit n'est plus une question d'occupation et de résistance légitime à l'occupation, mais qui s'inscrit dans la guerre contre le terrorisme. Et l'idée que, en fait, alors ça a été encouragé évidemment par la montée en puissance du Hamas, l'idée que c'était le terrorisme islamiste que nous subissions aussi en France, etc. Et petit à petit, on a vu se développer l'idée que finalement Israël est l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme islamique. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Netanyahou, après le 7 octobre, a utilisé cet argument de dire nous défendons la civilisation judéo-chrétienne. Je vous invite à lire, si vous n'avez pas fait le livre de Sophie Bessis sur cette soi-disant civilisation judéo-chrétienne. Moi, je résume comme ça en disant que les millions de juifs que nous avons tués en Europe
en 1000 ans, doivent se retourner dans leur tombe quand on leur dit qu'ils ont participé à une civilisation judéo-chrétienne. Mais c'est un discours qui est très important, parce que derrière les discours du discours sur la civilisation judéo-chrétienne, il y a l'idée que nous sommes la civilisation contre les barbares. Et c'est le vieux retour, c'est vraiment un retour en arrière terrible, parce que c'est vraiment le retour à un discours colonial.